Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Présentation du nouveau gouvernement et ses orientations en République démocratique du Congo. La première ministre Judith Suminwa a donné des grands axes pour le développement du pays. Extraction du tout premier baril de pétrole au Sénégal des 23 puits pétroliers du champ Sangomar, un événement inédit et une réalisation majeure pour le pays qui aspire à devenir un grand producteur de pétrole dans la sous-région. C'est la période des éliminatoires pour la zone Afrique de la Coupe du Monde de football 2026. Les 3e et 4e journées viennent de s'achever avec une surprise de la victoire du Bénin face au Nigeria. Nous recevons José Douglas, journaliste sportif d'Africa 24, pour faire un point complet de l'actualité sportive. Présentation du nouveau gouvernement de la première ministre Judith Suminwa, investie mardi 11 juin dernier au Palais du Peuple, le siège du Parlement congolais à Kinshasa. La première ministre a également présenté son programme de développement devant les parlementaires majoritairement partis au pouvoir. Les parlementaires ont pu également poser des questions et apporter des contributions. Je vous propose de l'écouter. Le programme d'action du gouvernement 2024-2028 servira de base pour la programmation des activités des ministères, des structures et des agences, ainsi que pour l'élaboration et la mise en œuvre du budget de l'État au cours de la période indiquée. La vision politique du programme d'action de votre gouvernement se situe dans le prolongement de la maxime devenue populaire, le peuple d'abord. Car l'ensemble de l'action gouvernementale vise d'abord l'intérêt du peuple congolais. Ainsi, durant ce second quinquennat, l'action gouvernementale continuera à mettre l'accent sur l'homme qui doit être considéré à la fois comme la ressource principale, le principal moteur du développement et le destinataire du fruit de ce progrès. Ce mardi 11 juin marque une date historique pour le Sénégal avec l'annonce par Worldside Energy concernant l'extraction du premier baril de pétrole du champ Sangomar, un champ situé au large des côtes sénégalaises. Cet événement inédit inaugure la livraison du premier projet pétrolier offshore du pays, une réalisation majeure dans le secteur énergétique sénégalais avec l'exploitation de 23 puits pétroliers. Cheikh Oumar Kamara. Le Sénégal a produit son premier baril de pétrole offshore à partir du champ de Sangomar. Woodside Energy Company a annoncé le 11 juin avoir produit et expédié avec succès le premier baril de pétrole du champ de Sangomar, situé au large du Sénégal, d'un coût compris entre 4,9 et 5,2 milliards de dollars. Cette première phase comprend un total de 23 puits, dont 21 ont été forés et complétés. Ce projet marque un tournant majeur puisqu'il s'agit du premier projet d'exploitation pétrolière offshore du pays et représente une étape importante dans le secteur énergétique du Sénégal, ouvrant de nouvelles perspectives au pays en termes de production d'hydrocarbures. Exploité en consortium par l'entreprise nationale sénégalaise Petrosen et son partenaire au consortium qui est l'Australien Woodside Energy, le gisement pétrolier Sangomar vient de connaître son first oil, autrement dit sa première production de barils bruts. Il s'agit d'une prouesse à la fois technique, historique, géostratégique et économique qui positionne d'office le Sénégal au rang des producteurs d'or noir en Afrique. La phase 1 de développement comprend une unité flottante de production, de stockage et de déchargement FPSO d'une capacité nominale de 100 000 barils par jour reliée à des infrastructures sous-marines
permettant des phases ultérieures d'expansion. Baptisé Léopold Sédar Senghor en hommage au premier président sénégalais, le FPSO a amarré à 100 km des côtes avec un stockage de 1,3 million de barils. La plateforme flottante FPSO commise à l'exploitation de ce gisement, Sangomar, est d'une capacité de 100 000 barils jour qui propulsera directement le Sénégal au rang de pays producteur émergent sans passer par la case initiale de producteurs mineurs. Pour le Sénégalais lambda, il s'agit effectivement d'espérer voir une répercussion assez intéressante sur les produits dérivés de cette production pétrogazière. Chiffré entre 4,9 et 5,2 milliards de dollars, l'estimation des coûts pour cette première phase reste dans les clés annoncées précédemment par Woodside. Le groupe prévoit de poursuivre les activités de mise en service et d'augmenter progressivement la production en 2024. Selon le FMI, la croissance économique pour 2024 est maintenant projetée à 7,1% contre 8,3% auparavant, reflétant une activité économique impactée au premier trimestre par le contexte électoral et un démarrage retardé de la production de gaz jusqu'en décembre 2024. Et pour un décryptage de l'actualité sportive, nous accueillons José Douglas. Bonjour. Bonjour Aïssatou. La 4e journée des éliminatoires pour la zone Afrique de la Coupe du Monde de football 2026 vient de se terminer avec les équipes favorites n'ont pas plus droit au faux pas. Exactement, et vous allez voir à travers cette analyse, le groupe A pour commencer, Aïssatou, où l'Égypte a pris le large et s'assure une place à ce mondial. Vous le voyez sur ce tableau, suivi de la Guinée-Bissau, le Burkina Faso et Sierra Leone. 3e ex-aequo, donc Burkina Faso et Sierra Leone. Nous passons au groupe B avec la place de leader qui se joue entre Soudan, 10 points, le Sénégal, 8 points et la RDC, 7 points au regard du classement. Ces équipes se surveillent. Pour le groupe C maintenant, sur le tableau, c'est le Bénin qui surprend avec à sa tête Gernot Rohr qui a gagné ses 2 derniers matchs. Et face au Nigeria, s'il vous plaît, au regroupement à la première place avec 3 équipes en tête du groupe C, le Rwanda, l'Afrique du Sud et le Bénin. Et puis en D, le Cameroun conforte sa place de leader avec 8 points devant la Libye et le Cap-Vert, mais rien n'est vraiment joué dans ce groupe Aïssatou. Parlons maintenant des groupes E, F, G et l'Algérie qui relève la tête. Oui, c'est vrai, avec un carton du Maroc face au Congo 6-0. Le Maroc croise l'écart avec 9 points. Et second du groupe, la Tanzanie, 6 points. Le sélectionneur du Congo, Isaac Gata, qui doit se faire quelques soucis. En groupe F maintenant, Aïssatou, la Côte d'Ivoire, 10 points, talonné de près par le Gabon, 9 points, et qui lutte aussi dans ce groupe. Et puis en groupe G, l'Algérie se replace en tête avec 9 points, à égalité avec le Mozambique. Botswana, Guinée et Ouganda sont 3e avec 6 points. Nous avons quelques réactions et analyses suite à cette 4e journée des éliminatoires. Et oui, nous allons écouter un de nos experts, Souleymane Traoré, à propos des groupes A, B, D et G, où il évoque le Burkina Faso. Il évoque également la RDC, le Sénégal, le Soudan, le Cameroun, clin d'œil aussi à l'Algérie et Kaba Zerawa, le sélectionneur de la Guinée. Nous l'écoutons. C'est inquiétant, vu que le Burkina, ils ont l'habitude, pendant les Coupes d'Afrique, d'être les dernières carrés, même s'ils ont été éliminés en 8e de finale à la CAN dernière. C'est inquiétant quand même pour le Burkina, alors que c'est un pays de football. Ouais, vous savez, aujourd'hui, le football, tout le monde sait jouer au football. Quand on voit la montée en puissance du Congo cette année, on ne doit pas le sous-estimer aussi. Le Sénégal qui est ex-champion d'Afrique en 2019. Et le Soudan aussi qui tient un peu qui tient tête à ses équipes. Aujourd'hui, toutes les équipes se valent. Moi, je pense que ça va être difficile jusqu'à la dernière journée des éliminatoires. Quoi qu'il arrive, il y a toujours des problèmes internes au Cameroun. Mais le Cameroun a toujours réussi à s'en sortir dans des moments difficiles. On a vu, il y avait des problèmes, mais on a vu comment ils ont gagné. Ils ont gagné avec la différence des 4. Ils ont marqué 4 buts quand même, c'est jeu. Moi, je pense que le Cameroun peut s'en sortir malgré les problèmes. Bon, on a toujours parlé de Kaba, je pense que depuis qu'il est arrivé en Guinée, mais moi je pense qu'aujourd'hui il a commencé à trouver son équipe.
depuis qu'il est là, il a gagné l'Algérie quand même, c'est pas une petite équipe en Afrique. Moi, je pense que Kaba Diawara, il n'est pas vraiment menacé. Moi, il faut toujours appuyer sur la continuité. Je pense qu'il va amener cette équipe-là à la Coupe du Monde, Kaba. Et dans le groupe C, comme je vous le disais, le Bénin impressionne en battant d'abord le Rwanda, puis le Nigeria. Les Guépards ne souhaitent pas s'arrêter en si bon chemin et leur sélectionneur, qui connaît bien l'Afrique, revient sur le match Bénin-Nigeria qui se joue en Côte d'Ivoire. Garnotor. Et les 2 matchs en Côte d'Ivoire à Abidjan avec le Bénin étaient des matchs sur terrain neutre officiellement, mais finalement on a vu qu'on était soutenu par beaucoup de supporters béninois, de la diaspora bien sûr, mais aussi des Ivoiriens qui sont venus un petit peu nous encourager. Voilà, on était ici depuis une douzaine de jours pour préparer ces 2 matchs. Et les 2 victoires contre le Rwanda et le Nigeria nous ont fait beaucoup de bien, puisque avec 7 points, on peut toujours rêver maintenant à la Coupe du Monde. Et le Bénin n'avait pas gagné le Nigeria depuis 65 ans. Ils n'avaient jamais battu l'équipe A du Nigeria. Et puis le président de la CONIF, Aïssatou, la Coupe nationale des Ivoiriens de France, Moussa Diarra Souba, est très confiant sur la suite de la compétition et revient sur le match Côte d'Ivoire-Gabon où tout le monde n'était pas vraiment rassuré. Nous l'écoutons. Nous sommes une équipe qui est organisée pour aller au mondial. Voilà, nous n'avons plus rien à démontrer en Afrique. Voilà, on a montré ce que nous savons faire et avec un entraîneur local. Et vous avez vu le jeu, ceux qui ont suivi le match, le jeu que la Côte d'Ivoire a produit. Le Gabon n'était pas une équipe faible. Il faut que les gens fassent attention. Il y avait des grands noms, il y avait Aubameyang, il fallait le tenir. Il y avait Lemina et il y avait de très grands joueurs en face. Place à présent au groupe HII. Oui, la Tunisie ne lâche rien. Regardez sur ce tableau, il reste leader du groupe avec 10 points, suivi de la Namibie, 8 points, et le Libéria avec 7 points. Nous enchaînons, comme vous l'avez dit, Aïssatou, avec le groupe I. Ce sont les Comores, à la surprise générale, qui sont leaders avec 9 points, à égalité avec le Ghana, Madagascar, et 3e, et le Mali qui reste stable avec 5 points. Il y a vraiment un malaise chez les Aigles qui ont du plomb dans l'aile et prochainement, nous tenterons d'analyser les performances du Mali. Voyons le classement des buteurs, mais aussi des 3 pays d'Amérique pour accueillir ce mondial 2026. Et enfin, les prochains rendez-vous pour nos sélections africaines. Oui, 2 Égyptiens en tête des buteurs. Tout d'abord, il y a Trezeguet, 5 buts, et son compatriote Mohamed Salah avec 5 buts également. Et 3e, le Ghanéen Jordan Ayew. Et puis du 17 au 25 mars, eh bien, auront lieu la 5e et la 6e journée. Il y a 10 au total. Le mondial qui se déroulera à partir du 11 juin jusqu'au 19 juillet. Et les vainqueurs de chaque groupe seront automatiquement qualifiés pour notre continent. Et puis le président de la FIFA est impatient, c'est Gianni Infantino, qui attend avec impatience ce mondial qui aura lieu au Canada, au Mexique et aux États-Unis. La finale est prévue au stade de New York, New Jersey, le 19 juillet 2026. J'espère que vous y serez, Aïssatou. Sûrement, on va essayer. Merci pour toutes ces précisions, José. Et nous clôturons cette page sport avec du cyclisme. Le Mali est sur la première marche du podium pour le clap de fin de la 29e édition du Tour cycliste du Togo. Le dimanche 9 juin dernier, le Malien Yaya Diallo, déjà maillot jaune, a remporté la 6e et dernière étape, clôturant ainsi le Tour sur une nouvelle victoire après celle du Bénin et du Mali. Il devance les Burkinabés Aruna Liboudo et Mounia Bassirou au classement général. Joël Mbalo nous donne plus de détails. Le coureur malien Yaya Diallo a remporté la 29e édition du Tour du Togo. Avec un temps de 19h, 23 minutes, 37 secondes, il a terminé en tête du classement général à l'issue de cette compétition entamée le 3 juin. Le vainqueur du Tour a clôturé son aventure togolaise comme il a commencé en remportant la première et la dernière étape. Ce fut surtout un tour chaud avec beaucoup d'intensité, mais on a su tenir. Les facteurs qui ont milité en notre faveur pour ce succès sont tout simplement l'engagement, le dévouement, le sentiment de fierté de rapporter le maillot jaune au pays,
C'est ce qu'on a voulu et obtenu. Les autres équipes étaient très bien au top niveau. Je peux même dire que sur le plan de l'efficacité, il y avait des équipes qui pouvaient nous battre s'il y avait plus d'étapes que les 6. Sur une distance de 702 km parcourus, le Malien Yaya Diallo a réussi à conserver le maillot jaune, devançant les Burkinabés Aruna Ilboudou et Mounia Bassirou au classement général. Vainqueur du Grand Prix de Cotonou sur le Tour du Bénin 2024, vainqueur du Tour du Mali 2024, Yaya Diallo confirme sa bonne forme en remportant le Tour du Togo. Arriver à organiser ce tour cycliste nous amène à féliciter vraiment la Fédération togolaise de cyclisme et son partenaire UK Partners ainsi que les autres sponsors qui, notamment Ebomaf, qui a tenu à vraiment marquer d'un cachet spécial ce 29e tour cycliste qui marque la renaissance. Le cyclisme pour nous est également source de bonheur. Non seulement ça permet donc de réaliser une activité sportive, mais également d'allier le tourisme et la culture au sport. Après 5 ans de suspension, cette édition du Tour cycliste international du Togo s'est démarquée des précédentes en alliant le sport au tourisme. Le Mali a été désigné meilleure équipe de ce 29e Tour cycliste international du Togo. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.